Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette investigation donc avec Vincent Van Gogh, dans la pensée de Van Gogh, dans sa correspondance avec son frère Théodore, qu'il appelait Théo. Nous avons donc déjà rendu compte de cette pensée de cet éminent peintre dans 3 vidéos. Et nous avons fait l'annonce d'une vidéo numéro 4 avec un très grand homme, puisqu'on avait conclu sur le fait que le peintre Van Gogh s'intéressait énormément à la culture et qu'il lisait beaucoup. Et notamment, il s'intéressait aussi, outre Victor Hugo, Wagner, Maupassant et bien d'autres, Balzac, il s'intéressait aussi à Voltaire. Alors que dit-il? J'ai relu avec bien du plaisir Zadig ou La Destinée de Voltaire. C'est comme Candide. Là au moins le puissant auteur fait entrevoir qu'il y reste une possibilité que la vie est un sens. Il laisse entrevoir la possibilité que la vie est un sens. Voilà une pensée philosophique profonde. Marie Arouette, l'éminent Voltaire. Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis et en détestant la superstition. Ça par contre, ça va être une pensée de Voltaire. En détestant la superstition. Détestant. Le très subtil Voltaire. Bon. Je viens de relire encore Au bonheur des dames de Zola et je le trouve de plus en plus beau. Donc il arrive à Vincent Van Gogh de relire un livre. Au bonheur des dames. C'est comme Ingmar Bergman, le grand cinéaste suédois, qui a bien dit qu'un film, on peut le voir souvent, enfin plusieurs fois plutôt, en y découvrant toujours des choses nouvelles. Zola, célèbre pour son J'accuse lors de l'affaire Dreyfus, au président de la République, J'accuse. Quelle belle liberté de parole. À la France, au moins à cette époque. Pour la rubrique personnage peintre, Degas. J'y songe d'accepter carrément mon métier de fou, ainsi que Degas a pris la forme d'un notaire. Et voilà la désespérance un peu de Van Gogh, son métier de fou. Il est prêt à accepter carrément d'être peintre jusqu'à la fin de sa vie, comme Degas est devenu notaire. Bon. Devancier, je m'en contenterai volontiers de n'être rien qu'un préparateur des autres peintres de l'avenir qui viendront travailler dans le Midi. Cette idée est récurrente chez lui. Les peintres du futur, peintres de l'avenir. Il se soucie beaucoup d'autrui, y compris de ceux qui n'existent pas. Gauguin. Alors là, il y a toute une rubrique, puisque c'est un peintre que Van Gogh a invité en Arles. Il y a un côté positif et un côté négatif. Bon, positif avant Arles. J'ai reçu ici une lettre de Gauguin, malade. Il est à sec d'argent sans doute. Oui, voilà. Il a eu des dettes criardes à payer. Il est tellement pressé de gagner un peu d'argent. Il était fauché. Gauguin est fort étonnant comme homme. Fort étonnant. Fort étonnant. Il ne s'emballe pas. Et il attendra ici fort tranquillement
et tout en travaillant dur. Tiens, il avait un comportement qui peut-être n'a pas été celui en Polynésie française, dans les Marquises. Bon, c'était un passage à bas de Gauguin, lequel avait abandonné sa femme et ses enfants. Bon. Positif pendant Arles. Gauguin et moi avons hier été à Montpellier. Van Gogh n'est plus seul maintenant, pour y voir le musée et surtout la salle Brias. Il y a là beaucoup de portraits. Gauguin et moi causons beaucoup de Delacroix, Rembrandt, etc. Causons beaucoup. Deux peintres de cette dimension-là qui ne le savent pas encore, hein, bien sûr, mais qui ont une connaissance aiguisée de la peinture déjà. Il y aurait un film à faire sur ça, mais sérieux, c'est-à-dire exact, basé sur les écrits de Van Gogh. La discussion est d'une électricité excessive, c'est pour dire la passion qui anime les deux hommes. Nous en sortons parfois la tête fatiguée comme une batterie électrique après la décharge. Et pour dire la vérité, l'authenticité des discussions entre les deux hommes sur la peinture. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Positif après Arles, maintenant. Il y a eu donc un petit désaccord, forcément. Bon, et donc Gauguin, Van Gogh cherche à se raccommoder avec Gauguin. Je profite de ma première sortie de l'hôpital pour vous écrire deux mots d'amitié, deux mots d'amitié, bien sincères et profondes. J'ai beaucoup pensé à vous à l'hôpital, et même en pleine fièvre et faiblesse relative. Amitié sincère et profonde, pensez à vous, même malade, voyez-vous. Donc, il y tenait à son ami Gauguin. Négatif, maintenant. Oh, il n'y aura pas grand-chose. Il est physiquement plus fort que nous. Ses passions doivent être plus fortes que les nôtres. Puis il est père d'enfants. Puis il a sa femme et ses enfants dans le Danemark. Et il veut simultanément aller tout à l'autre bout du monde, à la Martinique. C'est effroyable tout le vice-versa de désirs et de besoins incompatibles. Oui, Vincent rencontre un Paul Gauguin qui est plongé dans les tourments, dans les passions, dans la société aussi, avec sa femme et ses enfants au Danemark, et qui veut partir très loin de tout ça. Il veut peindre lui aussi, Gauguin. Voilà. Il veut faire ce qui l'intéresse. Ouais. Lautrec et Bernard. J'écris dimanche à Bernard et à de Lautrec. Voilà. Toujours Gauguin, Van Gogh, à la recherche d'échanges. Très beau tableau, bleu, rose, voilà, rose bleu, par terre tourmentée. Excusez-moi. Donc des arbres, couleurs, et un ruisseau partagé entre les reflets et les ombres. La ligne verticale, la ligne horizontale aussi, pour les lignes. Millet. Chez Millet, le peintre essentiellement moderne, grâce à qui l'horizon s'est ouvert devant beaucoup. Voilà une opinion très intéressante pour l'enseignement de la peinture. C'est Millet le peintre essentiellement moderne. Voilà, Millet, il a l'air costaud. L'Angélus, le fameux tableau sur lequel Salvatore Dali a été impressionné quand il était jeune, et plus tard il aurait découvert que, je ne me souviens plus maintenant, que sous l'enfant il y avait autre chose. Je ne me souviens plus, j'ai oublié. Mais bon, Salvatore Dali, qui a beaucoup parlé de l'Angélus. Quand même.
Ah oui, 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 oui. Non, c'est parce que dans le tableau, c'est l'Angélus, la cloche qui sonne. Et donc les deux, le couple se recueille. Mais il y a un enfant. Mais bon, c'est bon, à voir, à voir. Bon. Les glaneuses. Bonjour les courbatures et les reins. Hmm. Donc de couleur. Intensité lumineuse ici et ici. Puvis de Chavannes, qu'on a un peu oublié. Ce que tu dis de Puvis de Chavannes me fait énormément plaisir. Peintre majeur, j'ai rajouté là, ça c'est de moi, peintre majeur du 19e siècle, précurseur du symbolisme et cofondeur de la Société nationale des beaux-arts toujours existante. Eh bien, Puvis de Chavannes, le bois sacré, grand tableau. Rembrandt, c'est à juste titre que l'on dit de Rembrandt le magicien. Couleur sombre, lumière sur le visage, l'essentiel du tableau. Là aussi, l'essentiel du tableau. Rembrandt. Le syndic de la guilde des drapiers. Rembrandt, évidemment. Mais beau portrait réaliste. Couleur. Contraste entre le rouge et le noir. Le rouge et le noir, Stendhal. Le blanc, le noir. Les contrastes, quoi. Il y a déjà une idée d'impressionnisme, là, presque. Autoportrait. Rembrandt aux yeux hagards. Étonnant aussi. Petites gens. Paysans. Alors, rappelons que Van Gogh, au tout début, quand il s'est destiné à être pasteur, a beaucoup fréquenté le monde des paysans. Et il a peint des tableaux après, au début de sa carrière, dans ce monde-là, souvent avec des couleurs un peu sombres, du noir, des gris, voilà. Je suis, alors il dit, je suis un peintre des paysans. Ce n'est pas pour des prunes que j'ai médité près du feu. Chez les mineurs, et les tourbiers et les tisserands. Oui, ce n'est pas pour des prunes qu'il a médité. Il a beaucoup pensé à la peinture et à la solidarité avec ces pauvres. C'est une peinture de paysan sans le lard, le fumet, l'odeur de pommes de terre, parfait. Le lard, le fumet, les pommes de terre, parfait. La peinture doit correspondre à la réalité. Là. Un tableau cimetière de paysans. Les paysans là-bas sont ensevelis dans les champs, même qu'ils labourent pendant, dans les champs même qu'ils labourent pendant leur vie. Eh bien, ils sont ensevelis dans les champs. Alors, le tableau de Millet, avec le père et la mère et l'Angélus au loin qui sonne, il se recueille peut-être aussi de la tombe, sur la tombe d'un petit enfant. Je crois que c'était la thèse de Salvatore Dali qui avait perdu son frère, lui. Il y a une correspondance. Philosophie, chose. Je crois qu'on pense bien plus sainement parce que les idées surgissent en contact direct avec les choses que lorsqu'on se met à regarder les choses avec le but d'y trouver telle ou telle idée. Bon, donc ça c'est de la philosophie. Hein. Euh, donc le contact, quand les choses nous parlent directement, c'est plus ça. Voilà, c'est plus réel. Plutôt que d'y plaquer ses idées personnelles, oui, oui, oui. On peut être d'accord avec cette idée. Mais toutefois, philosophiquement, les choses ne parlent pas. Hmm. Mais elles nous en imposent par la lumière et les couleurs. En peinture, donc c'est différent. Oui, oui, donc c'est vrai. Bon. Nature.
Il nous faut revenir à la nature, malgré notre éducation et notre travail, dans un monde de convention. Un monde de convention, ben, c'est pas nouveau. Hein. Oh ben, de toute manière, sous la cour des rois, à la cour, il y avait beaucoup de conventions aussi. Revenir à la nature, le monde de la paysannerie, par exemple, là, malgré notre éducation et notre travail. La nature. Optimisme. Optimisme. Il serait un peu hypocrite d'oublier notre bonne humeur, notre laisser-aller confiant de pauvres diables, tel que nous allions dans ce Paris si étrange, à présent, tout à fait, et de trop appesantir sur nos soucis. Il serait un peu hypocrite d'oublier notre bonne humeur. Oui, oui, il faut être de bonne humeur, mais on l'oublie. Notre laisser-aller confiant, de pauvres diables. On est de bonne humeur et on est bien parce qu'on est de pauvres diables. Tel que nous allions, voilà, dans ce Paris si étrange à présent, tout à fait, et de trop s'appesantir sur nos soucis. Oui, on dirait que c'est la ville qui le rend sombre, d'où son retour à la nature, en quelque sorte, qu'il a dit plus haut, que Vincent a dit plus haut. Donc naturellement, le pauvre diable est de bonne humeur et il est confiant. Et c'est la ville si étrange qui le rend soucieux. Voilà pourquoi Gauguin, peut-être, oui, Gauguin est parti en Polynésie. Moi, avec ce petit pays ici, je n'ai pas besoin d'aller aux tropiques. Il avait passé un Noël provençal avec les faits libres, c'est-à-dire les poètes en langue provençale. En langue, oui, en langue provençale. Ça peut exister aussi dans d'autres régions du sud, est ou ouest de la France, les faits libres. Donc là, il était en compagnie. J'ai pas besoin d'aller aux tropiques. Oui, oui. Surtout qu'à l'époque, ça devait prendre du temps d'aller aux tropiques en bateau. Dureté des couleurs entre le contraste sévère du noir, et puis le jaune clair. Il y a une espèce de brutalité là. Ensuite, c'est pas très gai, l'expression n'est pas très gaie, mais ça, évidemment, chromatiquement, c'est beau, la robe rouge, la robe là est d'un seul ton, le rose, travaillé, un peu trop. Gauguin se cherche encore. Et ce coup-ci, je tiens rigoureusement dans les 20 minutes. Donc, cette dernière revue et cette dernière idée clôt la vidéo numéro 4. Voilà. Nous allons voir la vidéo numéro 5. Et pour avoir un point de repère, nous allons choisir la vue suivante sur un grand tome aussi, Chateaubriand. Et c'est Chateaubriand qui a sa tombe pas très loin de Saint-Malo, au bord de l'océan. Une chance que ça n'a pas été une plage du débarquement ou qu'il n'y ait pas eu de bombardement. Car je rappelle que Alphonse Allais qui avait dit que c'était un humoriste, donc il avait recommandé de faire avec tous les cadavres des pièces pyrotechniques. Eh bien, il ne croit pas si bien dire parce que sur sa tombe, qui était sur le lit, pas aussi bien que celle de Chateaubriand quand même, mais qui était pas très loin des zones de bombardement, en tout cas, liées au débarquement, eh ben, sur sa tombe sont tombées des bombes
et il est parti lui-même en pièces pyrotechniques. Voilà. C'est pas le cas de Chateaubriand, Dieu merci. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention pour le peintre Van Gogh qui nous amène sur des continents vraiment inconnus de la pensée réflexive d'un grand peintre sur la vie, sur la peinture, sur l'homme, sur la femme, sur les vieillards, sur des tas de choses, sur Balzac, sur Victor Hugo, sur Wagner, etc. Donc c'est vraiment, un être peu ordinaire. Voilà. Pas uniquement pour sa peinture, mais pour sa culture aussi. Voilà. Bien. Eh bien, nous avons terminé cette vidéo numéro 4. Nous retenons René de Chateaubriand, le grand écrivain aussi, pour reprendre sur la dernière vidéo numéro 5. Je vous dis au revoir et au plaisir de se retrouver.